Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous avons l'occasion ce matin de saluer une action du ministre des Finances avec l'opération de toilettage du fichier solde consulaire. Près de 172 agents publics débustés qui percevaient chaque fin du mois des salaires comme des diplomates étant au Cameroun. On parle de 3,169 milliards de francs CFA d'économie par an. Après, évidemment, cette découverte, 34 milliards de francs CFA de recouvrement sur les 5 dernières années. On voit très bien que le Cameroun, dans sa politique de lutte contre les salaires fictifs, s'est attaqué à ces salaires autoconsulaires. On voit très bien qu'il y a une forme de méchanceté dans ce pays. Comment des individus normaux peuvent s'asseoir au Cameroun et décider de percevoir chaque fin du mois des salaires autoconsulaires. Donc vous savez que généralement lorsqu'on est diplomate et lorsqu'on est affecté dans un pays, son salaire est converti par rapport au niveau de vie de ce pays-là. Par exemple, un pays comme la France, lorsque vous arrivez en France, on vous paye en euros et selon les habitudes financières d'un pays comme la France, et donc ça gonfle naturellement votre salaire. Imaginez dans les Camerounais qui sont assis au Cameroun et qui ont perçu cet argent, ces salaires multipliés autoconsulaires. C'est carrément assassin, c'est méchant pour ces gens-là. En tout cas, l'idée pour nous ce matin, c'est de dire que le plus dur n'est pas de dévoiler ces chiffres. Le plus important serait de punir toutes ces personnes responsables et pourquoi pas enfin faire signer le décret d'application de cet article 66 de la Constitution sur cette déclaration des biens et avoirs pour toute personne qui doit s'occuper et gérer l'argent public. Madame, Monsieur, merci donc à vous de nous rejoindre. Comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord, vous, Monsieur Donald de Brice-Kamgan, bonjour. Bonjour Ifopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Madame le ministre des Enseignements secondaires, il n'y a aucune récupération politique dans le fait de demander plus de dignité pour les enseignants, dans le fait de demander plus de considération pour ceux-là qui forment nos citoyens. Il n'y a aucune récupération politique. Alors, nous savons que vous êtes au service d'un gouvernement qui n'est pas toujours à l'écoute de son peuple. Un gouvernement dans lequel les faucons ont pris le dessus depuis un bon nombre de temps. Mais sachez que l'opinion vous observe et c'est cela qui est important. L'opinion vous observe, l'histoire et le temps vous jugera. Donald de Brice-Kamgan qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 pour sa colère quotidienne. C'est une chronique philosophique et pragmatique aussi, rendez-vous qui est pris pour tout le monde. Également sur le plateau ce matin, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aussi aux téléspectateurs. C'est avec un grand étonnement que la toile accueille ses travaux au carrefour d'Okoti. Je ne sais pas pourquoi ils sont étonnés et ça fait le tour des réseaux sociaux. On fait des images qu'on partage et tout le monde se pose la question, pourquoi maintenant et enfin? En tout cas, beaucoup qui se posent la question doivent savoir, ces gens-là doivent savoir que ce sont des travaux liés au CHAN qui arrivent très vite, donc CHAN 2020 que le Cameroun accueille. Le Cameroun qui accueille cette compétition, je rappelle que le Premier ministre, Monsieur John Gouté, est en visite ce jour à Douala. Il est arrivé déjà, il est censé être arrivé parce qu'il va arriver à 9h et qu'il va visiter les chantiers de cette compétition CHAN 2020, mais également de la CAN 2021. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que par la suite, il y aura un meeting à Bonanjo auquel il prendra part. Pourquoi voilà, jouer sur ces deux tableaux? On se pose la question, surtout quand c'est qu'il a fait la même chose à Ebolova. Aller d'abord pour une affaire liée à sa fonction et ensuite virer sur voilà, une forme de virée politique. Permettez-moi de faire cette tautologie ce matin. Merci. Il est là depuis hier soir. Voilà, depuis hier soir. Hier après-midi, précisément. Depuis hier soir après-midi. Donc voilà. Je rappelle que
malheureusement. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de revenir hein, sur les propos qui seront ceux du Premier ministre ce jour, hein, donc à Bounanjor, avec cette campagne et ce meeting de campagne électorale pour le RDPC. Et également rappeler que Karine Sontia, vous nous invitez tout à l'heure à 11h05. Ce sera pour... la revue des réseaux sociaux. Et nous parlerons encore de campagne ce matin avec le PADEC, vous nous signalez. Oui, surtout le PADEC. Jean de Dieu Momo. Donc, on a des choses à dire aussi pour le ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Voilà. Également avec nous sur le plateau ce matin, Bobo Benkan Kadje, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs, à votre suite. Et les autorités traditionnelles de l'Ouest m'ont approché. Ils ont dit le Premier ministre a dans son calendrier de recevoir les représentants des chefferies supérieures de l'Ouest à Douala. Pourquoi faire? Bon, on verra. Ils nous diront eux-mêmes. Voilà. Voilà. Autre promesse de campagne, je ne sais pas si c'est à mettre dans l'actif des élections de proximité ou alors comme action du gouvernement, mais tenez, le ministre Luc Magloire Mbarga à Tangana a promis une usine de transformation de cacao dans un village Ezendouan, dans le département de la Mefou et Afamba, où c'est lui qui coordonne la campagne électorale dans ce département Mefou-Afamba. Il dit qu'il y aura une usine de transformation de cacao à Ezendouan. Donc, population, commencez à compter. Si l'usine là ne vient pas, il faut revendiquer. Quand les gens commencent à faire des revendications, n'oubliez pas, les citoyens ne doivent pas oublier. Et le ministre doit vous dire, c'est une action du gouvernement. Lui n'est pas député, il n'est député nulle part, il n'est dans aucune liste. Pourquoi vient-il faire la promesse du gouvernement au moment où on ne laisse pas ceux qui sont candidats faire leurs promesses électorales? Vous voyez comment la politique est compliquée chez nous. Les actions du gouvernement sont récupérées par le RDPC dans des localités. C'est pas bon. Mais bon, observez quand même. C'est des choses qu'il faut mettre dans l'agenda. Comme ça, vous aurez l'occasion de lui poser la question demain. Il y en a numérique pour que ça vous rappelle. Oui, tout à fait. D'accord. C'est noté pour tout le monde. On va démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur, avec la première articulation. C'est l'histoire du jour comptée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. D'accord, allez-y. Oui, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à vous monsieur Fopoussi. Ce matin, on va à Mbalmayo, c'est à Dizangué. Nous sommes là dans la ville d'Edea, où un boutiquier... Bon, je veux dire que lorsqu'on arrive à Edea, on prend la moto et sensiblement 2000 pour arriver à Dizangué. Et là-bas à Dizangué, il y a un quartier qu'on appelle Mbalmayo. Et là-bas en Mbalmayo, le problème nous a été posé par un boutiquier. Affectueusement au Cameroun, on les appelle Ali, Moussa, Aladji, Baba, Magida. Donc c'est chacun qui y va du petit nom qu'on donne à ces boutiquiers-là. Il raconte que les foyers, les foyers des différents de ce quartier, les différents foyers de ce quartier, s'approvisionnent généralement chez lui et il a un cahier avec une page attribuée à chaque foyer. Il raconte que cette boutique, il a hérité de son beau-père qu'il a ouverte il y a 20 ans déjà. Donc c'est une sorte d'entreprise familiale ici au Cameroun. Il y a parmi ses nombreux clients un homme en tenue qui, lui, dans son cahier, a un quota de 25 000 francs de dette qu'il vient solder généralement le 26 du mois. Donc, tous les mois, pendant près d'un an, ils ont fonctionné normalement, sauf que le mois de novembre de l'année dernière, le quota a dépassé les 25 000 francs et a atteint 35 000 francs. Lorsque le mari est venu à la fin du mois, puisque c'est la femme qui va prendre à manger, lorsqu'il vient à la fin du mois pour payer, le boutiquier lui fait savoir qu'il y a eu un surplus de 10 000 francs et qu'il fallait impérativement que celui-ci paye pour qu'il puisse acheter la marchandise. L'homme en tenue a
a tourné, il lui a dit c'est pas un problème, je vais te payer. Le mois de décembre, avec les festivités de fin d'année, le quota a atteint 40 000 francs. Donc il y a eu un surplus de 15 000 francs sur les 25 000 francs habituels. Le boutiquier, à la fin du mois, rappelle le monsieur en tenue à l'ordre et lui dit, mon frère, il faudrait que tu me donnes les 20 000 que tu me dois, en plus de ces 25 000 pour que je puisse acheter la marchandise. Sauf que l'homme en tenue lui a toujours dit de patienter. Nous sommes rendus désormais au mois de la fin du mois de janvier et il y a eu 5 000 francs de surplus, donc un total de 30 000 francs que l'homme en tenue doit au boutiquier. Lorsque le boutiquier se plaint parce qu'il a dit que cette fois-ci vous allez me donner mon argent, je n'ai plus de capital, il faut que j'achète ma marchandise, l'homme en tenue lui a dit de 1. Toi et moi, nous nous sommes entendus que mon quota de dette ne devait s'arrêter qu'à 25 000 francs. Pourquoi est-ce que tu as donné plus à ma femme? En principe, ce n'est même pas mon problème, ça ne me concerne pas. Mais puisque je suis quelqu'un de respectable, je t'ai dit que je te paierai. Et si tu persistes à faire des bruits dans ce Cameroun qui m'appartient, je te promets que je vais te faire rentrer chez toi. Tu n'as pas le droit de me parler fort dans mon pays. Oui. Donc, tu la mets en veilleuse. Et même, je me souviens que ici, je crois que je suis le chef. Donc, désormais, je vais assurer ta sécurité et tu vas me verser une certaine somme à la fin du mois. C'est un boutiquier en pleurs qui aimerait savoir, est-ce que, parce qu'on est un étranger au Cameroun et qu'on a en face de soi une sorte d'autorité, on doit subir ce genre d'abus? Comment se comporter lorsque des personnes abusent de leur autorité? Parce qu'on peut élargir, hein. D'abord, première chose d'abord, ce policier a la chance qu'il est tombé sur un boutiquier qui n'a pas de côte, parce qu'il faut quand même rappeler que ne les voyez pas comme vous les voyez dans les quartiers partout au Cameroun. Hein. C'est des gens qui ont derrière eux de grosses légumes. Ah oui. En règle générale, c'est pas n'importe qui, et généralement quand vous les voyez là, ils sont en réalité de simples employés. Et généralement, ils font des vases et des allers-retours, pour faire le thème aller-retour, dans leur pays, soit le Mali, le Sénégal ou autre pays. Oui. Donc attention de penser que ces gens-là sont des no-name, sont des personnes qui n'ont personne derrière. Donc, premier élément. Donc, il a la chance d'être tombé sur quelqu'un qui est consciencieux et qui n'a pas et qui n'a pas besoin de faire ou qui ne veut même pas en user pour l'instant. Des ennuis. Alors, vous avez dit ce type d'abus d'autorité qui existe au Cameroun, beaucoup de gens font ça. D'ailleurs, dans une ville comme Yaoundé, ceux qui nous regardent de Yaoundé savent ça. Et quand vous avez un petit souci avec quelqu'un, il y a une phrase qu'on vous répète tout le temps, tu sais qui je suis. Donc, comme si la République commençait avec ces personnes-là et terminait avec ces personnes-là. Non. Troisième élément que je voudrais quand même soulever, c'est que je ne sais pas pourquoi les Camerounais fonctionnent comme ça. Je ne sais pas pourquoi on fonctionne comme ça. Moi, mes parents m'ont appris. J'ai appris à vivre sur mes revenus. C'est-à-dire que je n'ai pas souvent eu cette habitude d'aller ouvrir un cahier chez un boutiquier. Et ouvrir un cahier. Qui ouvre un cahier? Tout un mois, on prend et puis on rembourse. Donc, moi, je n'ai pas grandi comme ça. J'ai grandi avec le peu qu'on a, on gère. Si on n'a pas, on reste tranquille. Donc voilà. Alors, Bombok, l'histoire de ce matin, qu'est-ce que vous allez développer avec nous aujourd'hui? Beaucoup de choses. Mais d'abord, l'histoire de Dizangué est liée à ce genre de comportement. D'abord, c'est comme si cette ville qu'on a une malédiction, une certaine malédiction coloniale. On dit que les gens ne peuvent pas se développer à Dizangué, ne peuvent pas s'épanouir à Dizangué. Vous entendez parler de Safakam, voilà, et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y avait un Français qu'on appelait Chamot, à l'époque, qui avait décidé de piétiner les textes et règlements de la République. Il n'y avait pas de droit syndical là-bas. C'est lui qui institue le premier, ce qu'on appelait l'économa. De telle manière que tous ceux qui travaillent là-bas, tout leur argent, le cahier est ouvert à l'économa, vous ne faites que prendre des gens. Donc, de toutes les manières, vous n'êtes qu'endetté. Donc, vous ne pouvez pas véritablement... Donc, c'est une tradition. Mais sauf que ça s'est renversé maintenant. À l'époque, c'est Chamot qui
faisait le bonheur et le malheur des gens, qui pouvait vous faire riche ou pas. Mais maintenant, c'est l'autorité qui est chargée de protéger la population qui le fait, dont le représentant même de l'État. C'est là où ça cause problème. Ça cause problème en ceci, premièrement. J'ai bien compris l'histoire. Apparemment, ce boutiquier qui est un étranger serait le beau-fils de la famille. Non. Ah bon. En fait, il a succédé à son beau-père dans cette boutique. Ah, Donc, c'est son beau-père était lui aussi étranger. Oui, et quand il est rentré au d'accord. village, bon, je veux dire, dans leur pays, son beau-fils, donc c'est la famille. Voilà, Une ça entreprise revient donc familiale. à ce que disait M. Foposi Negou, justement. Oui. Ça veut dire que pour eux, Nigériens, Maliens, ou je ne sais pas, c'est un héritage familial, Oui, effectivement. tout à fait. Et là, il faudrait que l'homme en tenue puisse d'autres choses. Ou alors là, il va lui dire que moi aussi, j'ai fait idée l'argent. Donc, en fait, c'est une brebis galeuse dans ce corps-là. Il faudrait, moi, de mon point de vue, que le boutiquier là, si c'est un gendarme qui s'adresse au commandant de brigade, si c'est un policier qui s'adresse au chef de poste de sécurité publique, il y a 10 ans, c'est une petite ville que je connais très bien, hein, et les gens aiment vivre en paix, et je pense que c'est pour cette raison que ce boutiquier a ce type de comportement que j'apprécie d'ailleurs. D'accord, oui, il est très calme et très pondéré, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, Donald Brice, avec l'histoire de ce matin, Dominique Audrey y voit un abus de pouvoir, d'autorité, de la part de ce policier. Vous dites quoi? Bon, d'abord, quand Dominique a dit Balmayo, j'ai pensé au Nyon Isso. Balmayo, c'est le chef-lieu du Nyon Isso dans le sens. C'est bien Balmayo, un quartier de 10 ans. Habituez-vous comme ça. D'accord. Quand quelqu'un te dit, oui, là-bas, il y a Les noms voilà. Voilà. Des Bonanjodi, Non. voilà, Vous Douala savez- 1, il y a même Brazzaville à Douala. Et même Barcelone. Il faut Et être. Dakar. Et Dakar. C'est bien d'être bienfaiteur, c'est bien d'être solidaire, d'aider les gens, mais il ne faut pas être naïf. Je pense que sur le coup, le boutiquier a été naïf. Vous ne pouvez pas concéder 10 000 francs le premier mois à quelqu'un, fut-il homme en tenue, le deuxième mois 20 000, 15 000, ensuite 25 000, ainsi de suite, accumuler de tels impayés à quelqu'un avec qui vous fonctionnez depuis un certain temps et qui commence à accumuler des dettes importantes. Comment est-ce que ce monsieur, avec un gap aussi important, jusqu'à plus de 40 000, parvenait-il à faire ses achats, à rentrer dans ses bénéfices? Je m'interroge. Pourquoi est-ce qu'il surgit maintenant? Je pense que ce coup-là, le boutiquier a été naïf. Et on en est arrivé là, malheureusement, de par sa faute. Il ne peut pas accumuler autant de dettes. Je ne sais pas s'il a une stratégie commerciale. Comment est-ce qu'il s'en sort avec une dette aussi importante? Mais que voulez-vous vis-à-vis dire? de lui. Que voulez-vous dire? Non, que tu ne peux pas être naïf jusqu'à ce point. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un qu'il abuse de toi une fois. On peut comprendre qu'une première fois ça passe, deuxième fois, une troisième fois, et que tu continues à lui faire. Non, il a compris que tu étais un mougou, comme on dit au quartier, et il veut marcher sur ta tête. Non, mais quand ton client te supplie, ouais, je vais te donner, ouais, les enfants n'ont pas mangé et tout. Ce sont des gens que Non, vous voyez tous les non, jours, hein, non. M. Fopoussi. Ça Une s'explique. fois, Ça Oui, ça s'explique. Ça s'explique. une fois, deux fois, trois fois. Franchement. Il faut à un moment donné arrêter et se ressaisir, se dire non, il y a Ok. quelque chose qui tourne pas rond. Qui tourne par rond. Oui. Euh, Donc maintenant, est-ce qu'il- c'est intéressant de dire ça parce que ils nous regardent dans les boutiques actuellement, ces boutiquiers partout au Cameroun. Et vous allez faire qu'on ne nous donne plus la marchandise à crédit. Hein. Et non mais le conseil qu'ils donnent justement c'est intéressant. Pas Ça veut crier. dire que si vous avez un client qui est très solvable, qui est solvable régulièrement, donc qui rembourse régulièrement ses dettes, et qu'à partir d'un moment vous vous rendez compte qu'il commence à ne plus le faire Honorer ses régulièrement, engagements. le faire régulièrement. Non mais ce que vous faites, vous prenez des mesures conservatoires Absolument. de manière à ce que ce client se rende compte qu'il est en train de prendre, parce que c'est même une mesure d'assistance à personne en danger. Parce que quelqu'un peut se retrouver dans une folie dépensière et il ne s'en rend pas compte. Ça veut dire que voilà une famille qui a un budget mensuel établi et qui commence à augmenter son budget sans s'en rendre compte. C'est vous qui alertez, vous dites, mais non, attention, sur votre budget, il y a des glissements qui se font. Déjà considérer 25 000 francs CFA de quota, de plafond à la fin du mois
à quelqu'un, c'est Pour des énorme. dépenses Pour un boutiquier. boutiquier. Non, à cet endroit, dans cette ville justement, comme Pembo disait, les gens n'ont pas facilement de liquidités. Les gens C'est le réussissent à avoir l'argent à la fin du Non, mois. il s'agit d'un homme en tenue, attention. Il s'agit d'un homme. Donc Ah, le salaire voilà, passe donc, régulièrement. Non, Non, mais cher ami, attention. si, Attention. comme dit Non. Audrey, comprenez, si vous voulez aller à Dizangue maintenant, vous prenez le cas à l'ancien gare routière à Idea, Ouais. et j'ai vu un Renault 12 qui n'existait plus, qui a été adapté. Il y a même on a même coupé le bois, on a mis des trucs. Donc, pour aller à Dizangue, même l'homme en tenue a des problèmes. Ah oui. Donc, la moto déjà d'Idea à Dizangue, c'est 6 000. Quand vous êtes par gentil, rapport à et la comme saison. lui, on C'est les pas appelle. 2000? La Ah, fonction de c'est- la c'est- saison. Je vous dis 6 000. Donc, comme c'est un nom antenne, on l'appelle chef. Donc, vous voyez donc le respect dû au chef. Donc, il ne peut pas. Moi, Non, je mais pense non, que- Dominique c'est Audrey peut-être dit que naïf. c'est une coutume là-bas. J'ai dit oui. comme ça. Mais Oui. c'est pour ça donc. Il Donc, ne homme peut en tenue, pas- pas homme en tenue, les Oui, gens vivent les là-bas comme gens ça. n'ont pas Oui, d'argent. mais je veux Oui. dire que le boutiquier ne peut pas lui parler comme il me parlerait à moi. Il sait que c'est un chef. Il est tenu Bon, en- chef. Non, je veux dire que non, l'enclavement de Dizangue est connu. On a fait plusieurs reportages sur Equinox sur le sujet. Mais est-ce que cela signifie que les policiers, je rappelle que c'est quand même Les un hommes corps, attendus. c'est quand même un corps Bon, de la on ne sait sécurité pas si c'est nationale. policier ou gendarme. Hein. Non, je veux dire que, considérant que c'est un policier. Homme en tenue. Voilà, homme en tenue. Ouais. Je veux dire que c'est quand même une catégorie socio-professionnelle qui fait partie des plus, je veux dire, Mais qui des touche l'argent à la privilégiés fin du mois, relativement, comme tout le monde. et qui sont le Non, plus souvent les pas premiers. forcément. Non, les premiers à Du être tout payés. pas. Si à la c'est fin les du mois. policiers, À la fin du mois. Le Non, le 25. salaire de policier a été coupé comme Oui. fonctionnaire. hein, ça. Oui, les policiers, Je veux dire, c'est moins au moins évident, sur hein. la régularité. Quand on voit la Il y a pas fiche de évident. paye d'un inspecteur de police, Au c'est- moins sur la, 25. Eric, au moins C'est- sur la oui. régularité, soyons d'accord que sur la régularité, Ah oui, ça passe. mais comme tout fonctionnaire. Voilà, Ce que sur je la veux dire- régularité, ça passe. Oh. Donc, tu ne peux pas accumuler 25 000, c'est trop pour un boutiquier Non, qui moi- accepte de concéder 25 000 à la fin du mois à quelqu'un, à un client. J'estime que c'est trop. Oui, d'accord. Ok. 5 000, Euh, 10 000, je peux comprendre. Super. 20 000, D'accord. 25 000, c'est un peu trop. Super. Ok, mais moi, j'ajoute juste que... Donc c'est la femme qui a le problème. Non, j'ajoute que pour avoir été boutiquier, C'est un couple qui vit comme ça. oui, j'étais boutiquier. À vos appels. Pour avoir été boutiquier, souvent le crédit est une stratégie de fidélisation de la clientèle. Clairement. Absolument. Clairement. Généralement, vous avez un client qui prend beaucoup de Juste choses. pour ça, c'est Juste chez vous pour qu'il ça, vous prendra lui toujours. concédez justement quelque chose. Surtout celui dont le Oui. salaire ne souffre pas. Et tu Voilà. sais que son salaire va tomber tous les mois. Voilà, On Karine. voit que peut-être malgré le salaire, Ouais. il n'honore plus ses engagements. C'est bien parce qu'on parle de boutique ce matin et cette semaine on a parlé de boutique. Vous comprenez qu'à force de prêt, le commerce peut mourir. Oui, À force de retirer, ça peut mourir. oui. Et Par c'est rapport, toujours la femme par, qui a le rapport, problème. par rapport à cette femme-là dont on a parlé cette semaine. On a compris. Oui. Maintenant, ce matin, on parle quand même de menaces et de chantage. Abus de pouvoir, tout ce que vous dites là. Mais il y a qu'un individu est menacé et il subit le chantage d'un homme qui lui donne de l'argent. Donc, vous avez mon argent, vous devez me remettre mon argent, mais c'est vous qui me faites des menaces. C'est comme si, à la fin, je suis la victime de vous avoir aidé, parce que un prêt c'est de l'aide, c'est pas une obligation. Je n'ai pas une obligation à vous prêter de la marchandise ou des produits que je vends. Maintenant, socialement, c'est connu qu'il y a toujours des boutiquiers, même s'il est parfois très difficile, il y a toujours des boutiquiers qui acceptent des prêts, et c'est parfois au feeling. C'est parfois au feeling des personnes qu'ils acceptent ces prêts. Mais je veux dire que le corps, les hommes en tenue ont cette propension à utiliser parfois leurs galons et autres pour menacer des gens et ne pas payer. Vous vous rappelez que dans les villes du Cameroun, à un moment, les conducteurs de taxi et de mototaxi refusaient de porter les hommes en tenue parce que quand ils sortaient des taxis, ils ne payaient pas. Sortaient des taxis, ils ne payaient pas, ils descendaient des motos, ils ne payaient pas. Et à un moment, ils ont refusé de les porter. Ce n'est que récemment que j'ai vu que les hommes en tenue ont commencé à payer normalement. Ils sont reconnus pour ce genre d'action-là, d'utiliser, d'influencer. Pas tous quand même, hein. Non, j'ai Vous dit ne certains. jeterez pas l'opprobre sur tout un corps. Ok, Il certains. y a qu'une Certains. barbe à pourrir toute la bouche. Certains. Maintenant, par rapport à ce que je vois aujourd'hui avec l'histoire de cet homme, je veux dire qu'il ne se baisse même pas parce que généralement, lorsque vous savez que vous êtes en position de faiblesse face à quelqu'un, peu importe votre niveau, vous vous rabaissez un peu, question de permettre à la personne de croire en ce que vous Oh, mais allez la lui bêtise dire. humaine n'est pas comme ça. Hein. Non, je dis normalement, naturellement, quand vous sentez que vous êtes en porte-à-faux face à quelqu'un, vous vous rabaissez, ne serait-ce que
mettre même un silence, que de parler et dire, tu connais qui je suis, mais tu es qui? Allez demander Parce que avec cet argent, mais non, il y en a, hein, c'est pas parce qu'on voit le Cameroun d'aujourd'hui, il y en a qui ont perdu leur galon à cause de ça. Il y en a. C'est pas comme si c'est nouveau. Merci, il y en a. Karine. Vous êtes censé protéger un citoyen et pas le menacer alors que c'est vous qui lui devez de l'argent. Ok, c'est compris. On va terminer avec vous, Dominique Audrey, sur cette histoire ce matin. Oui, la loi camerounaise encadre justement ce genre d'activité, notamment l'abus de pouvoir, qui est puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 an, et pas 1 an, 3 ans, et 1 million de frais d'amende. Si une autorité, tout fonctionnaire qui use de son pouvoir pour influencer, abuser à son profit d'un Camerounais. Donc aujourd'hui, si un fonctionnaire vous abuse, vous pouvez attenter un procès à cette personne-là. On ne doit plus se laisser abuser, influencer, alors qu'on est dans notre droit. Je parlais avec une avocate qui disait qu'elle ne comprend pas pourquoi les Camerounais ont autant peur de porter plainte. Ils ont tellement peur que c'est ahurissant. Moi, je peux comprendre aujourd'hui la position de ce boutiquier, mais sauf que cette femme a 25 000 francs de ration mensuelle. Et les 25 000 là sont donnés chez le boutiquier parce qu'à Dizangué, par exemple, on cultive à partir de la plantation là-bas, il n'y a pas de nourriture. Le manioc est rare. Il n'y a pas de plantain, donc les gens ne mangent que le riz. Donc c'est forcément à la boutique qu'on va trouver tout ça. Ces boutiquiers vendent et le bifaga, et le riz, et les arachides. Ce n'est pas évident d'avoir la nourriture. Mais maintenant, madame, si votre mari vous donne 25 000 francs de ration, vous pouvez utiliser ça rationnellement au lieu d'aller au-delà. Moi, je pense que cet homme aurait pu punir son épouse en payant les 25 000, mais en disant au boutiquier, comme elle est venue prendre un surplus, tous les mois, elle ne verra que 20 000 pour pouvoir solder cette dette-là. D'accord. Maintenant, comme vous avez dit, il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Le m'as-tu vu? Ça ne permet pas d'évoluer. On n'évolue pas de cette façon-là. Donc maintenant, que le boutiquier, soit il laisse, soit il fait comme Père Momoka dit, il essaye d'aller rencontrer les supérieurs de cet homme en tenue-là pour pouvoir rentrer en possession de son argent. Non, ce que je voulais dire en termes de gestion financière, c'est que c'est comme les dettes. Les dettes sont vertueuses lorsqu'elles sont des dettes d'investissement pour que ça vous rapporte de l'argent. Ouais. Tant qu'on fait une dette, qu'on contracte une dette pour son fonctionnement quotidien, non manger, tout ça là, c'est toujours un véritable souci. C'est pourquoi, vous voyez, on vit par procuration. Ça veut dire qu'on a un salaire à la fin du mois, on dépense avant de venir rembourser par le salaire. Pour reprendre. Oui, ou reprendre. Alors qu'on aurait peut-être justement fait en sorte que lorsqu'on a le salaire, maintenant, on planifie les dépenses. Les dépenses. Donc, c'est un cercle vertueux et j'imagine qu'ils ont commencé comme ça et ils ne peuvent plus. Sauf s'ils prennent un mois où ils disent on sacrifie ce mois-ci, on baisse nos dépenses de manière à ce qu'on rattrape le gap pour maintenant recommencer qu'on a le salaire et on dépense après. Vous pensez qu'il va rater sa bière? Oui. Il va rater ses sorties? Non, c'est possible puisque au final, ça revient au même. Ça veut dire qu'il part sur 2 mois où il serre la ceinture. Il dit, bon, ce mois-ci, si c'était 25 000, je dépense 10 000 sur 2 mois. Oui. Ça fait qu'il rattrape le coup et il va se retrouver à être excédentaire. Ça veut dire que le mois va commencer, il va plutôt aller déposer 25 000 chez le boutiquier pour dire que voici ce qu'on va dépenser au cours de ce mois. Donc chaque mois, il dépose 25 000 avant de dépenser. Donc il peut faire ça. Avant. Il dépose 25 000 et puis il consomme ça, il consomme son crédit jusqu'à la fin. Donc c'est un mécanisme de gestion financière qu'il peut utiliser. À condition qu'il ait la volonté de rembourser. Oui, la volonté, donc, bon, bien sûr. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour l'histoire de ce matin. Restez avec nous sur Equinox Télévision parce que là, maintenant, tout de suite, c'est la colère de Donald Brice Kamgan. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur la déshumanisation de notre société. Mais quel est ce cynisme qui caractérise désormais les citoyens bon Dieu?
Pouvons-nous continuer à avoir un tel niveau de mépris pour son prochain? Pouvons-nous continuer à cautionner un tel niveau de condescendance face aux peines de l'autre? Jusqu'où allons-nous rester indifférents face aux angoisses et tourments de nos semblables? Sur la voie publique, un accidenté baignant dans une mare de sang est de plus en plus moqué, filmé et posté sur les réseaux sociaux. Quelle est cette insensibilité, bon sang? Face à un incendie, les premiers gestes les plus attendus et les plus rationnels, ce sont soit contacter l'unité des sapeurs-pompiers la plus proche, soit poser un acte susceptible de réduire la vitesse de propagation des flammes. Mais que voit-on de plus en plus? De l'indifférence, de l'abandon. Face à une scène de bagarre ou de violence à un carrefour, que font la plupart des autres citoyens présents? De plus en plus, on observe des attitudes bien curieuses. Soit les autres s'en délectent en tournant des vidéos, soit ils activent et encouragent les personnes en conflit à se battre davantage. C'est à croire qu'il y a une guerre froide et féroce que se mènent les citoyens en tout silence. Mais où sont passées les règles élémentaires, mais cruciales, de courtoisie et de bienséance dans notre société? Mais empruntez un taxi. Si le prochain client qui entre vous dit bonjour, vous avez beaucoup de chance. D'ailleurs, c'est à peine s'il ne vous pousse pas très loin avant de s'asseoir. Combien de voisins d'une même cité se disent bonjour ou bonsoir le matin, à la sortie ou au retour après le travail? Combien de citoyens disent merci pour un service à eux rendu? Mais combien de citoyens ont pris l'habitude de dire s'il vous plaît lorsqu'ils demandent une assistance, un renseignement? Pourquoi ces formules de politesse? Je vous en prie, excusez-moi, pardon, désolé, bonne journée, manque de temps de plus en plus aux citoyens. Mais quelle aigreur, quel niveau d'aigreur qui habite certains d'entre nous? La société se déshumanise. Il y a urgence d'agir. À demain. Quand vous avez, Monsieur Kamngan, quand vous avez commencé à déclamer votre chronique ce matin, j'ai pensé à ce terme qui est devenu le cheval de bataille, ça il faut le dire, du nouveau ministre de la Santé publique. Il avait donc osé le terme humanisation des soins. Et il s'est battu comme il a pu pour essayer de faire en sorte que dans nos hôpitaux, que ceux qui ont la charge de nous soigner, les médecins et les infirmières, aient une attitude humaine ou humanisante lorsque elles doivent assurer leur ministère, leur service. Et ça, c'est important parce que c'est une question, au final, d'éducation. Parce que comment comprendre que nous soyons autant plongés dans le gouffre en termes de sympathie, de sensibilité par rapport à ce qui arrive à autrui. Et d'ailleurs, c'est terrible parce que le Cameroun n'a jamais autant compté de chapelles religieuses, de chrétienté, de charité, tout ce qu'on peut imaginer, de gens qui vont à l'église le dimanche, qui s'agenouillent devant Jésus-Christ, qui prient Marie, qui... Voilà. Mais sauf que, à contrario, vous avez une dialectique terrible. Plus les gens vont à l'église, moins ces gens deviennent humains. C'est comme si se rapprocher de ces offices-là nous enlevait notre humanité. Je fais un constat, c'est pas un bashing de la religion. Je fais un constat et c'est terrible parce que souvent les personnes qui ont ce type de comportement sont les personnes que vous voyez très pieuses dans ces chapelles-là, malheureusement. Donc on en arrive là, on a laissé passer l'éducation à la morale, l'éducation à la citoyenneté, on a enlevé aux Camerounais son côté humain et ça vient d'en haut parce que nos dirigeants ont érigé ce pays, nous ont érigé en véritable
animaux d'abattoir. Ça, il faut qu'on le dise. Nos dirigeants, lorsqu'ils prennent la parole, ils ne montrent aucun signe de compassion. Tout se fait comme si les Camerounais sont des vulgaires animaux qu'on dirige et qu'on amène comme des moutons à l'abattoir. Alors, Bambok Bengan, sur cette question, comment nous en sommes arrivés là? Non, c'est le processus normal de toute société occidentalisée. C'est ça le processus, il n'y a pas 1000 mots. Le monde capitaliste a ceci que elle vous confine en des classes sociales. Et chez nous, la classe sociale a commencé par, j'allais dire, vous avez dénoncé la société de consommation tout à l'heure, par la consommation. Oui. C'est-à-dire, c'est le bureau, le service, c'est la consommation. Tout le monde rêve d'avoir un travail au bureau. Et le travail du bureau veut dire qu'on va assujettir les pauvres. Donc, vous devez toujours avoir quelqu'un qui dépend de vous, financièrement, intellectuellement, politiquement et tout. Voilà comment on a cheminé vers ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la déshumanisation. J'ai envie de prenez l'exemple même d'une femme qui veut avoir une ménagère à la maison. Elle ne les appellera jamais ménagères, elle les appelle ma bonne. Mais elles sont entre femmes. Entre êtres humains. Oui, entre femmes, entre êtres humains, entre gens qui peuvent dire que la femme qui travaille chez moi peut avoir des enfants, elle aussi. Elle peut, non. Elle a enlevé ça, c'est l'esprit de supériorité qui est arrivé. Et hier, Donald a commencé à introduire l'émission par ça. Le comportement de Madame le ministre des Enseignements secondaires a aidé hier, quand elle ouvre le semaine de la jeunesse. La récupération, pour elle, son jeune collègue enseignant qui a assassiné, Nanette m'a dit, elle ne voit que la récupération politique. J'ai bien envie de savoir si le jeune garçon qui tue son enseignant à l'aide d'un compas avait des orientations politiques, était manipulé par le politique. Est-ce que l'enseignant, lui, était politique? Qu'est-ce qui fait que les enseignants qui s'indignent de la mort de leurs collègues de cette manière soient politiques ou politisés? Vous voyez comment la société quitte son axe principal pour aller vers des choses qui ne servent à rien du tout, qui nous amènent justement dans cette société de déshumanisation. Donc, pour vous, la politique nous a éloignés de l'humain? Oui, absolument. Et surtout... La politique politicienne. Oui, la politique politicienne, surtout la politique, j'allais dire, tropicale, ou tropicalisée, puisque la politique qui est chez nous n'est pas ce que nous avons conçu. Nous avons conçu une politique où c'est le consensus. C'est le consensus, ce n'est pas le one man, one vote. C'est pour ça qu'il y a fraude. Dans le one man, one vote, il y a fraude. Mais dans le consensus, on se parle. On se parle. Même quand bien même on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on se dit, bon, comme tu insistes, vas-y, on voit. On essaie de voir, on regarde, on soutient. Mais la politique occidentale qui a été tropicalisée, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Donc, c'est le monde capitaliste qui nous amène à la déshumanisation. Donc, en fait, à la perte de la société. C'est pour ça que vous verrez chez eux qu'un enfant de 6 ans commande la famille. Si tu ne me dis pas, s'il te plaît, je ne te donne pas de l'eau à boire. Alors que chez nous, un enfant de 6 ans, tu es un esclave, tu dois obéir. Donc, bon, comment on rattrape ça? Comment on rend le Camerounais plus humain? Un Camerounais qui arrive à un lieu d'accident, au lieu de prendre la photo pour aller publier sur sa page Facebook, qu'il essaie de voir dans quelle mesure il peut appeler les secours pour celui qui est accidenté. Ça commence par puisque nous sommes par palier. Je veux dire, les commandants de brigade, les commissaires de police, les sous-préfets, les proviseurs de lycée, et tout, ils commencent à adopter un comportement. Par exemple, nous disions dernièrement ici, nous sommes en début de mois, si le gouverneur vient, il s'aligne pour prendre son salaire. Il s'aligne, on voit la femme du gouverneur s'aligner à la boulangerie. On le voit, il ne viole pas le feu de signalisation. On voit le sous-préfet dans les embouteillages, il ne cherche pas à... Vous allez voir la société commencer à se régler.
Simplement. C'est ça, ça semble une notion, mais c'est ça, parce qu'on ne prêche pas l'exemple. Oui. On ne prêche pas l'exemple, c'est-à-dire un accident de circulation. Tu viens là, oui. Le commandant vient d'abord, il aménage les gens, il appelle. C'est hier que je vous parlais, hier ou avant-hier, je vous parlais des journées nationales d'investissement humain. Oui. C'était fermé et tout le monde venait. Machette, arrache-clou, râteau, pelle, ou tout ça, par rapport au travail qui devait être fait. Donc, et une maison d'une vieille maman qui tombait, 2 semaines après, on remettait la maison à la maman. Donc, c'est ça qu'on a perdu. Et puis, il y a un terme qui a déshumanisé les citoyens, les populations. Chaque autorité, lorsqu'elle prend la parole, autorité administrative, je veux dire, a toujours ce mot dans la bouche: les populations ont fait ci, hein, et ont fait ça. Donc, c'est une manière... Oui, c'est une manière justement de déshumaniser, d'enlever une humanité à ces personnes que l'on rencontre. On n'est pas pris en tant que population, on est pris en tant que peuple, d'accord? On est pris en tant que citoyen, d'accord? Mais les populations, c'est une infantilisation. On les a transmis le logiciel selon lequel il y a les indigènes et les évolués. Et comme ils sont à la classe des évolués, c'est une faveur qu'on vous prend dans la population pour vous mettre dans la classe des évolués. Donc, à ce moment, vous êtes des indigènes. Donc, les populations, vous êtes un fourre-tout. On peut faire de vous... C'est un fourre-tout, comme vous dites. Oui, les populations. Ce n'est jamais la population, c'est les populations. On a pluralisé le terme pour le rendre beaucoup plus animal. Dominique Audrey, sur cette question, quel est votre regard ? J'aurais voulu ajouter quelques autres, si on peut appeler ça griefs, à la liste que Donald Brice a déclamé tout à l'heure. Il y a également les détournements de fonds publics qui font qu'il y a certains chantiers qui devraient être livrés et que malheureusement on n'en a pas. Si on va par exemple à Garoua, à Pumpumré, par exemple, là-bas les populations n'ont pas d'eau. Comment est-ce que des êtres humains vont faire pour vivre sans eau? À côté de ça, il y a les populations... Vous aussi, vous parlez des populations. Hein? Bon, le peuple, les citoyens, vous voyez, ils nous ont fait ça. C'est comme si à la naissance, on nous injecte... C'est comme si on leur faisait une faveur. Bon, écoutez, les populations, on vous apporte l'eau. On vous donne l'électricité. On leur fait une faveur. Oh, les populations, on va vous gérer. Non, mais attention, arrêtons. C'est des citoyens, des Camerounais à part entière, des Camerounais de Pumpumré, comme vous dites, qui ont droit, en tant que Camerounais et citoyens camerounais, à ce que l'État a pour mission de leur offrir en tant que mission régalienne. Oui, c'est clair. Donc, les Camerounais, voilà, aussi ont leur part de responsabilité. Moi, j'ai un problème chaque fois que je vais dans le quartier New Deido, au niveau de l'école publique, rendez-vous compte, il y a un bac à ordures posé là-bas. Là, les gens déversent la poubelle là-bas. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ait une école juste à côté et que les enfants qui sont de l'autre côté toute la journée inhalent toutes ces odeurs-là. On a des Camerounais qui jettent la poubelle à même le sol alors qu'il y a des bacs à ordures un peu à certains endroits de la ville. Pour moi, c'est gênant. À côté de cette déshumanisation, donc... Donald Brice a parlé, moi je crois qu'il y a un peu d'incivisme qui s'ajoute à ça. Si vous prenez par exemple une moto aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez faire quelques mètres sans entendre un taximan, un chauffeur de taxi insulté, le moto-taximan qui vous transporte insulté. Si on va même au niveau de la famille, aujourd'hui, il y a un manque d'humanité criard là-bas parce qu'on sait quelles sont les personnes qui violent les enfants dans nos familles. Et les plaintes n'aboutissent jamais. On ne fait jamais rien à ces personnes-là qui commettent les incestes dans nos familles. Donc, que ce soit même dans les écoles, un peu partout, ce phénomène est généralisé. Voilà. Se généralise. Karine, sur cette déshumanisation évoquée par Donald Brice ce matin. Alors, en psychosociologie, pour qu'on arrive à la déshumanisation, il faut qu'il y ait soit une crise sociale. Et autour de nous, nous savons très bien les différentes crises auxquelles
font face les Camerounais, que ce soit électricité, que ce soit conditions de vie humaines, les coûts de la vie, les crises politiques et autres. Il y a tellement de crises qui peuvent pousser les Camerounais à se déshumaniser. Et lorsque les Camerounais voient la considération que ceux qui nous gouvernent ont de ces crises-là, ils comprennent très bien qu'en fait, ils ne valent rien. Il y a cette instauration du nous et du eux qui fait en sorte que les citoyens se sentent un peu abandonnés et ils se sentent comme réduits à rien du tout. C'est ça, en fait, qui fait que tout le monde se dit chacun pour soi. En fait, c'est ça la déshumanisation. C'est chacun pour soi, la société de qui mieux. Si j'ai mangé aujourd'hui et que tu n'as pas mangé, ça ne me regarde pas. Et pourtant, à une certaine époque, on sait très bien que dans toutes les maisons, il y avait les plats des enfants. Chaque enfant du quartier avait son plat. Mais aujourd'hui, même lorsqu'un enfant entre dans votre maison et que vous avez fini de faire la cuisine, vous attendez qu'il parte avant de servir à manger. Ça, c'est la déshumanisation. C'est cette considération que nous avons qui nous fait perdre notre générosité et notre sensibilité. On a l'impression qu'à un moment donné, tout ce qui se passe autour de nous ne nous concerne pas. Tout ce qui se passe autour de nous ne concerne que les autres. Et c'est le jour où ça va m'atteindre que ça va me concerner. Vous avez votre fameuse citation, le jour où ils sont venus chercher les communistes, le jour où ils sont venus chercher... Martin Niemöller. Voilà. Oui. Donc, c'est un peu dans ça. Ces phrases magiques. C'est un peu dans ça que s'inscrit la déshumanisation aujourd'hui. Il y a ces conflits intergroupes que vous voyez. Aujourd'hui, on parle de tribalisme, on parle de ci, on parle de ça. Et pourtant, à la base, les Africains en eux-mêmes ont déjà vécu une déshumanisation historique, la traite négrière. On n'avait pas encore besoin d'entrer dans cette autre déshumanisation sociale et intergroupe. La traite négrière et la colonisation. Et la colonisation, oui. Qui nous empêche d'être ensemble et de pouvoir partager. Si vous voyez un Camerounais qui, dans la rue, a un mal, mais ne passez pas, mais c'était ça, en fait. C'était ça. On apprenait les premiers secours. Parfois, à l'école, il y avait les scouts qu'on formait souvent dans certains lycées et collèges, à l'école primaire. Mais aujourd'hui, il n'y en a même plus. Je n'ai même pas fait ça. Donc, je parle de moi. Je n'ai pas fait ça. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, il n'y en a même plus. Donc, on ne forme plus le citoyen à considérer d'abord l'autre avant lui. Et la déshumanisation, c'est ça. Parce que vous vous prenez pour le nombril du monde et vous pensez que les autres ne valent que dalle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on a déshumanisé, c'est pour capitaliser. Ça veut dire que le capital est devenu, on va dire, la valeur absolue, maximale de notre société. Mais même dans ces sociétés qui apportent le capitalisme, il y a un peu plus d'humanisation. Ils valorisent. Attention, hein. Même, on va dire tout ce qu'on va dire, oui. M. Fopussi. Un Américain vaut mieux qu'un Camerounais dans n'importe quoi. Pour eux. Non, pourquoi? Parce que quoi? Ils ont mis l'Américain au centre de tout. Parce que chez nous, ce qu'il y a, c'est quoi? Un groupe de personnes peuvent être en train de mourir. On a parlé de ces Camerounais qui sont en Chine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? On parle de ces Camerounaises au Koweït. Il a fallu des groupes d'avocats pour se lever et tout. Et pourtant, lorsqu'on dit qu'il y a une guerre quelque part, le président français lui-même est venu ici chercher les bandits. Au Tchad, chercher les bandits. Mais pour eux, l'humanisation, c'est d'abord la France. Non, pour eux, c'est d'abord ça, les Français. Non, le concept est différent. À New York, il existe des quartiers où même le FBI, la police fédérale, n'entre pas. Voilà. Je sais et ça. où on meurt de faim. Non, voilà. C'est les très compliqué. Non, au centre. Je vous dis, on tue là-bas dans les écoles tous les jours. Les enjeux pour ces nations qui font ça, c'est des volontés de puissance. Hein, en réalité, voilà, lorsqu'ils viennent prendre un citoyen chez vous, c'est pas le citoyen en réalité c'est qui pour les vous intéresse. déshumaniser, en fait. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas grand-chose pour vous attaquer au symbole que eux ils représentent. Donc le capital malheureusement est devenu le centre de tout. On le voit au quotidien d'ailleurs. Et dans un pays comme le Cameroun, c'est beaucoup plus présent, beaucoup plus prégnant. Hein. Donald Brice Kamga. Oui, il y a des éléments explicatifs parmi lesquels les tourments de la vie quotidienne. Les gens sont de plus en plus préoccupés par le fait que, si c'est le mari, le fait qu'il n'a pas l'argent pour donner de quoi manger aux enfants, le fait qu'il n'y ait pas de baigner le matin, le fait qu'il n'y ait pas les factures d'électricité et d'eau ne sont pas réglées à la maison, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas détacher cette déshumanisation de la société de ces éléments sociaux et économiques, mais également cette mondialisation qui traîne avec elle, le capitalisme dont vous parliez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des réformes à faire. Et dans toute société, les dirigeants donnent toujours l'impulsion et les comportements des uns et des autres dépendent souvent de la façon dont les dirigeants se comportent. On prenait tout à l'heure
l'exemple de la gestion de cette crise que traverse l'école. Quel est le niveau de considération que vous voulez que les gens aient de la vie humaine lorsque un enseignant meurt dans des conditions dramatiques comme celle du lycée de Colbison et que on empêche aux enseignants de leur rendre hommage et que la ministre d'enseignement secondaire, c'est quand même un drame national et international qui a ému toute personne qui a une sensibilité même au niveau minimal et que elle continue à une sorte de moquerie vis-à-vis de cet enseignant dont elle est censée par ailleurs assurer la protection. Vous voyez très bien que le niveau de considération pour l'humain à ce moment-là n'est pas intéressant. D'accord. Il y a cette impulsion qu'il faut donner au niveau de ceux qui incarnent nos institutions, au niveau de ceux qui nous dirigent. Merci Donald Brice-Kamgan pour cette colère ce matin de déshumanisation de notre société. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. On poursuit dans un court instant. Nous marquons une courte pause et la deuxième partie va suivre. 5 février 2020 et pour ce mercredi, vous voyez très bien que nous sommes aussi dans l'attente de ce 9 février avec la date du scrutin ou du double scrutin municipal et législatif dimanche prochain 9 février. On va donc le souligner avec les partis politiques qui se battent sur le terrain, même si on voit très bien qu'il y a des plaintes ici et là sur la sincérité de ce processus électoral et des mouvements de fraude qui sont de plus en plus dénoncés et qui nous reviennent du terrain de manière régulière. On a également ce souci avec ces vols d'enfants à Douala en 24 heures, 2 vols d'enfants. Ça fait quand même beaucoup. Après l'hôpital de la Cité des Palmiers, on s'est retrouvé hier à Dorpassia village avec un autre cas de bébé volé. C'est assez grave de voir comment le phénomène commence à monter. Il faut tout de suite une réaction, sinon on va se retrouver avec une série de vols et on aura des hommes politiques qui viendront par la suite jouer aux pompiers pyromanes, aux sapeurs-pompiers qui malheureusement n'auront pas anticipé dès maintenant et pris des mesures dès maintenant. On va avec vous Karine lire quelques messages et ensuite on fera toujours avec vous la revue des réseaux sociaux. Oui, Charlie Etoundi qui dit que le climat social est conséquent du quotidien. Est conséquence du quotidien. Le chien mord car il a faim. Alors tout se régule depuis l'amont. L'eau sera claire à l'aval. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, on ne balaye pas les escaliers en commençant par le bas. D'accord. Si ça se régule en amont, il y aura l'eau claire. Vous savez, j'aime que les choses soient dites en français facile. La morale a perdu sa place dans notre société. Pour moi, c'est l'origine de tous nos maux. Ça, c'est Roosevelt Dassé qui a écrit. L'éducation. Alors, à propos de la colère de Donald, vraiment, le Camerounais a perdu tout son sens de civisme. Je ne comprends pas ce qui nous arrive dans ce pays. J'ai assisté à Messassi un jour à une scène horrible, puis qu'on a poignardé un monsieur et personne n'a bougé d'un couac pour l'aider. Et j'étais tout étonnée de le voir baigner sur le sang. Et ce monsieur, pour l'aider, malheureusement, n'avait pas survécu dans nos hôpitaux. Les infirmières n'ont plus d'humanisme. Les citoyens sont devenus, je ne sais comment qualifier cela. Un enfant ne peut plus aider une maman qui porte un truc lourd. Au contraire, les insultes, bon Dieu, où va-t-on? Que devient le Cameroun? Qu'enseigne-t-on aux enfants de nos jours? Où est passée l'éducation civique? Cette colère me touche vraiment. Moi, j'ai vu c'est Wilfried Kodia. J'ai vu un parent une fois qui a dit à son enfant: quand tu vois un vieux avec d'un certain âge là porter un sac, ne t'approche pas de lui, parce que généralement il transfère les choses quand vous venez les aider. C'est ce que les parents disent à leurs enfants. Donc conséquence, aujourd'hui, on a des enfants qui ont du mal à aller aider des gens, des vieux dans la rue. Non, vraiment, faut pas qu'on se trompe d'époque. Notre époque est malsaine et il faut qu'on le dise aux Camerounais. Ce que dit Karine est absolument vrai. Vous arrivez sur une file à la banque ou je ne sais pas où et vous avez des femmes enceintes
qui ne sont pas respectées. On les renvoie à l'arrière. Voilà, Et vous avez des sont femmes arrivées en enceintes, retard. vous avez des personnes handicapées qui ne sont pas respectées. Nous savions tous à l'époque que lorsque nous arrivions dans une file, il fallait donner la priorité aux femmes À cette catégorie enceintes de personnes. et aux personnes handicapées. Âgées aussi. Et personnes âgées, absolument. Vous avez, et c'est absolument grave, je ne sais pas ce qu'on enseigne aux enfants aujourd'hui. Nous savions à l'époque que lorsqu'on était dans une salle, et que vous êtes assis, lorsque votre aîné arrive, Vous levez. vous devez vous lever pour laisser votre aîné s'asseoir. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous voyez des jeunes qui s'asseyent et laissent leurs aînés debout. Sans avoir aucune... oui, sans être gênés. C'est absolument lunaire. Et je le dis souvent, le pays-ci devient très inquiétant. Oui, beaucoup. Je dis que cet homme ne doit même pas être surpris que sa femme s'envoie. Oui, vraiment, en l'air avec le boutiquier, car tout est permis lorsqu'il faut recouvrer ses droits. Autant mieux donner cet argent à son épouse afin que cette dernière gère ses dépenses. À la place de la femme, je vais même au double, car je sais que mon mari va payer coûte que vaille. Thierry Swap depuis Bamenda. Un autre message concernant l'histoire du jour, je confirme que même ici à Yaoundé, la majorité des foyers font la même chose, c'est-à-dire vivent sous des dettes dans les boutiques. Par contre, ce boutiquier n'a pas été sage, car il ne devrait pas donner du crédit à quelqu'un qui a 2 mois ne rembourse pas. Pourquoi continuer à lui donner? Il n'a pas été sage. Ce que je peux lui conseiller, c'est de cesser de lui donner du crédit à cet homme en tenue et observer sa réaction. S'il continue ses menaces, alors il cherche à rencontrer le patron hiérarchique de l'homme en tenue et pose son problème, ou même lui porter plainte avec preuve d'abus de pouvoir de l'homme en tenue. Qu'il n'ait pas peur, c'est pas un super homme, qu'il soit sage désormais. C'est Kodia depuis Ngusso. D'accord, merci. On va rentrer tout de suite dans la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Sontia. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux aujourd'hui, 2 sujets qui nous intéressent. On parle du ministère des Finances et de ces 172 fonctionnaires qui reçoivent des salaires fictifs dans le département ministériel, le ministère des Affaires des Relations extérieures. Ils sont 172 personnes à avoir spolié un argent qui devrait être recouvré à plus de 34 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Alors, ils vivent au Cameroun et perçoivent des salaires comme s'ils étaient des diplomates camerounais en mission à l'étranger avec des salaires relevant des devises étrangères. Imaginez ce que ça fait si un Camerounais qui travaille ici touche le salaire d'ici et touche aussi un salaire équivalent à celui qui vit en France, par exemple. Voilà, là, quand on convertit l'euro au franc CFA, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Bon. Cette affaire du toilettage du fichier solde de l'État, jusqu'ici, avait révélé des résultats salués par l'actuel ministre des Finances, lui Paul Motazé. D'ailleurs, beaucoup le considèrent comme étant le sauveur, même si on peut estimer que Ousmane May, avant lui, avait déjà commencé ce travail-là. On a eu l'opération Antilope, on a eu CJPS 1, CJPS 2. Tout cela visait justement à toiletter le fichier solde de l'État. Et il y a eu le lancement de cette opération comptage physique du personnel de l'État avec les résultats que l'on connaît. Et aujourd'hui, on voit très bien que c'est un mode opératoire. Moi, sincèrement, j'ai l'humilité d'avouer que j'apprends ce nouveau mode opératoire. On a le sentiment, et c'est le film qu'on peut se faire avec ça, que l'État a mis en place des mécanismes pour traquer ces voleurs. Et tel un virus, le virus a muté et a trouvé un autre moyen de siphonner l'argent dans les caisses de l'État. C'est quand même 3 milliards de francs CFA par an. Si on parle de 172 agents de l'État qui perçoivent ces 3 milliards de francs CFA, vous imaginez quelles sont les poches que ça remplit. Donc on se pose la question ce matin, comment comprendre que cela soit encore autant, on va dire, fort chez nous? Non, c'est le développement de l'affairisme au sein de l'appareil étatique. Et 2 choses, ou alors 2 options
peuvent marquer pour qu'on se comprenne très bien. D'abord, la dernière, je pense que c'est en février 1987, lors de sa première interview à la CTV avec Éric Tindjé, le président de la République avait dit qu'il n'avait pas de preuves de détournement. Où sont les preuves? Voilà. Et c'est la même année, l'opération Antilope, qui a détecté plus de 12 000 fonctionnaires fictifs. Et apparemment, on avait dit que ce système allait empêcher qu'il y ait des fraudes, mais malheureusement non. Mais pourquoi ça perdure? Ça renvoie donc à la deuxième qui devrait être la première en fait. Le 12 février 1980, lors du discours de politique générale du congrès de l'Union nationale camerounaise à Bafoussam, c'était d'ailleurs dit congrès de la maîtrise économique. Ahidjo prononce un discours de 4h12. Il dit que le milieu étatique sont encadrés par l'affairisme. Et c'est la première fois qu'il parle de rigueur dans la gestion et de la moralisation de comportement. Il a dit donc que dans les 5 prochaines années, il allait s'engager à lutter contre cet affairisme-là qu'il avait lui-même créé. Parce que la loi de finances de cette année-là, notamment parce qu'on en avait fait un tabac en 80, faisait état de ce que tous ceux qui sont des gestionnaires de l'argent public devaient avoir une somme de 5 à 10% à la fin de l'exercice. Mais au lieu que la loi des finances donne un encadrement normal, c'est-à-dire quoi? Que vous fassiez des investissements pour que votre ville, votre localité puisse s'épanouir. Non, il y avait donc des gens qui, on vous donne 1 milliard pour développer Douala par exemple, ils ne dépensent rien, ou ils dépensent 200 millions, il reste 800 millions dans les caisses, et à la fin de l'exercice, on lui donne les 10%. 15 millions. C'était donc aller comme ça dans tous les gestionnaires de crédit et à tous les niveaux. Voilà comment l'affairisme s'est installé au sein de l'appareil étatique. Et à l'époque, les fonctionnaires, on disait que quand tu entres dans la fonction publique, tu ne t'attends pas à être riche. Et les fonctionnaires ont commencé donc à développer des idées de jalousie entre eux. Surtout les postes nominatifs, on vient de créer. Par exemple, des mairies ici, mairies de plein d'exercices là-bas, mairies de ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la jalousie s'installe, y compris au sein des milieux du sport. Vous allez vous rendre compte que on ne peut pas, ils n'ont jamais accepté qu'un professeur de sport qui a par exemple pris pour option football ou volleyball, qu'il doit être entraîneur de l'équipe nationale de volleyball, de handball ou de football, soit payé à 10 millions par exemple. Ses collègues là-bas vont mettre de tout. Oui, mais d'accord. Ça développe et ça crée donc ces micmacs-là. Oui, nous sommes d'accord que la bêtise humaine n'a pas de limite. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais comment un État efficace et pertinent comme le Cameroun fait en sorte de bloquer ça, de faire en sorte que personne ne puisse venir voler son argent? Ça veut dire que l'État du Cameroun n'est pas perspicace. C'est ce que ça veut dire. Oui. Ça veut dire que l'État du Cameroun ne veut pas se moderniser. Ça veut dire que l'État du Cameroun sécrète, entretient la corruption et toutes ces manœuvres-là. Lorsqu'un chef de l'État vous dit, parce que je me rappelle encore cette question d'Éric Tindjé qui lui disait ça, et il lui dit, mais l'argent sort même du pays sans contrepartie parce que les agents de la BEAC lui adressent des rapports, comme ils appellent là-bas, les rapports sont adressés au chef de l'État, mais il dit qu'il n'a pas de preuves. Le FOGAP qui venait de naître à peine et commençait à battre de l'aile, il dit il n'a pas de preuves. Donc c'est ça, l'État du Cameroun sécrète et entretient ce genre de comportement et n'est donc pas prêt à lutter, à réguler ou à lutter contre ce type de comportement. C'est ça. En fait, il faudrait une nouvelle classe d'hommes. D'accord. Une nouvelle classe d'hommes et de femmes pour prendre les rênes du pays. D'accord. Alors, Donald Brice, comment expliquer que de tels montants soient siphonnés des caisses de l'État au titre du fichier solde consulaire depuis des années et que ce ne soit que maintenant qu'on débusque cela? Malheureusement, le ministre
ne dit pas qui sont ceux qui font ça ou bien quel est le sort qui leur sera réservé en termes de punition et de sanctions exemplaires. Et c'est ça qui aurait été intéressant, de savoir quels sont ceux qui font ça. Parce qu'en fait, personne ne peut douter du caractère volontariste de Luc Motazé, qu'on sait très volontaire. Personne. Non, il a sorti les noms. Mais c'est peut-être à son collègue de la justice de voir ce qu'il faut en faire. Non, à quelle heure? Il a parlé de 164, il n'a pas encore rendu public, mais il les connaît. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Posez la question au ministre Laurent Esso. Non, je sais que c'est ça qui rend la question intéressante. Il est là pour collecter l'argent. Au-delà de ces actions, quand même. Au-delà de ces actions, vous vous rappelez d'Antilope, dont parlait Bombor, vous vous rappelez de CIGIPES 1, CIGIPES 2, aujourd'hui le comptage physique du personnel de l'État, sans que les résultats probants ne puissent être enregistrés. Il faut, au-delà de la volonté d'un seul ministre, ministre des Finances en l'occurrence, de la volonté politique au niveau global. Parce que c'est un système de corruption qui a des tentacules au plus haut sommet de l'État dans toute l'administration. Dans toute l'administration, et la simple volonté du ministre des Finances ne peut pas suffire. Parce que sachez très bien qu'il va être combattu. Le ministre Motazé va être combattu dans ce combat qu'il a initié par des acteurs qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait de la transparence, de la traçabilité dans le fichier solde de l'État, parce que ce sont des avantages dont il bénéficie depuis bien longtemps. Le Cameroun compte combien de fonctionnaires? On ne sait pas. Aujourd'hui, lui-même, le ministère de la fonction publique ne sait pas. Non, mais c'est quand même... Aujourd'hui, je crois qu'on est un peu plus... Non, vous croyez où c'est ça? Parce qu'après, il faut qu'on soit précis. Puisqu'on recommence à compter. Le ministère de la fonction publique lui-même ne sait pas. Il y a les chiffres officiels. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même officiel, il n'y en a pas. On évalue après de 150 000. Oui. On évalue environ 150 000 les fonctionnaires camerounais, 150 000, je crois. d'environ 300 000, là où il y a les statistiques. Vous voyez, moi, j'appelle. De toutes les façons, je bug un peu. Et justement, nous sommes en deçà, curieusement, des standards mondiaux en termes de fonctionnaires. Avec le ratio Oui, avec les ratios mondiaux. Non, pas forcément. Hein. Non, attention. Nous sommes en deçà. Oui, parce que les chiffres que nous avons de population ne sont pas les chiffres exacts. Absolument. Vous imaginez que... C'est pas mis à jour. Non, mais j'apprenais que... Vous voyez, c'est quand même absolument grave. Vous imaginez, Bonabéry, officiellement, c'est 450 000 populations. Hein. Oui. Vous pensez qu'à Bonabéry, on a seulement 450 000 personnes? Non, c'est trop peu. C'est un pays. C'est trop Bonabéry, peu. c'est tout un pays. Vous imaginez? On vous dit également que Douala troisième, c'est 650 000 habitants. Vous pensez que Par c'est... exemple. Vraiment. Donc vous voyez très bien. On parlait de cette question du recensement, c'est une question importante sur laquelle s'adossent également toutes les politiques de développement qui peuvent être initiées. C'est-à-dire que si vous voulez faire des investissements, si vous voulez lutter contre un certain nombre de problèmes, Même pour créer des entreprises de même pour créer des emplois, vous ne pouvez pas faire une évaluation objective et sérieuse s'il n'y a pas de statistiques claires et mises à jour sur la tête de la population. Je parle de la volonté politique. Il faut qu'au niveau systémique, il y ait une volonté, que cette impulsion qui est donnée au ministère des Finances soit suivie par les autres acteurs qui doivent intervenir dans l'administration. Donald, ils moi n'ont je pas pose intérêt. une question simple, hein, parce que pratiquement, je veux dire que comment un gars, permettez-moi d'employer un terme trivial, comment un gars peut s'asseoir dans son bureau, je ne sais pas où à Yaoundé, et imaginer un stratagème aussi monstrueux, aussi assassin. Ça veut dire que il s'assoit, il dit bon, à la fin de ce mois, comment je fais pour tirer l'argent dans les caisses de l'État? Il dit, ah d'accord, on paye les Camerounais qui travaillent à l'ambassade du Cameroun en France, combien à peu près? Il introduit 10 à 15 noms de Camerounais. Je ne sais pas si c'est de vrais Camerounais qui y sont ou de faux Camerounais, mais toujours est-il que ces Camerounais-là sont à 3 000 euros de salaire là-bas en France, je dis n'importe quoi, je ne connais pas les chiffres officiels, je n'ai pas la fiche de paye. Prenons 3 000 euros pour être gentil, et dans les 3 000 euros, il est converti en francs CFA sur ces 15 Camerounais. Ça fait 3 000 euros fois 15 Camerounais, et en francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Moi, je pose la question, comment un Camerounais réussit à faire ça sans que le système n'ait mis en place des pare-chocs pour pouvoir débusquer rapidement avant qu'il commette cet acte-là? Parce qu'il est dans le système. Il faut bien qu'on se dise que ce n'est pas un spy, ce n'est pas
un cyber, c'est pas un cyber Une sorte pirate, de nulle part. c'est bien quelqu'un qui fait ça. Hacker. Pour faire C'est pas ça, hacker. pour faire ça, il faut avoir des complicités, des amis avec qui cet argent est partagé à des niveaux importants de l'appareil d'État. Pour faire ça, il faut dire que c'est le système lui-même qui sécrète ce voilà. genre de comportement. Pour faire ça, il faut avoir Qui des amis sécrète et entretient. dans le système judiciaire, de telle sorte que même si vous êtes débusqué, vous êtes sûr que demain vous ne serez pas inquiété. Donc c'est un système bien huilé Voilà. dans lequel les acteurs s'entretiennent et collaborent minutieusement entre eux. Et se protège. Il n'y a que ces éléments qui puissent permettre d'expliquer. Non, mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que chaque année, quand on vote un budget à l'Assemblée nationale et dans le budget de fonctionnement, lorsqu'on va sur la rubrique, sur la ligne consacrée à la rémunération des fonctionnaires camerounais, c'est-à-dire que ce que nous votons à l'Assemblée, ce n'est pas exactement ce qui est fait. Malheureusement, ça veut dire qu'il y a une chaîne de responsabilité énorme. Il y a ces députés à la Commission des finances. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à la Commission des finances de l'Assemblée nationale? Où sont les commissions d'enquête parlementaire? Oui, je pose la question parce que... Il faut une enquête parlementaire. Que fait la Cour, la Chambre des comptes de la Cour suprême? Rappelons quand même que dans d'autres pays, il y a quand même des mécanismes, qui sont mis en place pour intercepter ce type de forfait. Mon Dieu, on parle de 3 milliards de francs CFA, c'est pas 3 000 francs. C'est 3 milliards de francs CFA par an. La première fois qu'il est entré à l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Kindi, je pense que c'était en 2007, sa première interview à la CRTV, à dimanche midi, il avait dit, quand on l'avait mis rapporteur de la commission des finances, justement, il avait élaboré une fiche qui a été rejetée par la suite. Il devait donc faire en sorte que chaque chef de département ministériel, donc chaque ministre, doit mettre des projets, ces projets à l'intention des députés et surtout son personnel. Je vous dis, il est encore là. On lui a dit, oui, on lui a dit, c'est pas ça que tu es venu faire ici. Parce qu'en fait, pour lui, il fallait contrôler de manière permanente et régulière l'action du gouvernement. On paye combien l'État du Cameroun dépense, comme vous avez dit tout à l'heure, dépense en termes d'argent de paiement, des salaires de fonctionnaires et agents de l'État. Oui. Et combien, et ça veut dire donc combien êtes-vous les fonctionnaires et agents de l'État? Non, ça n'a jamais été. Malheureusement. Oui, on a rejeté la fiche. Dominique Audrey, sur cette question, quelle est votre lecture? Bon, je vais aider, disons, peut-être le ministère de la Justice. Ils vont corriger là où je vais me tromper. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a certains textes de l'OHADA, notamment à l'article 9, de l'année 2003/008 qui stipule que le détournement de deniers publics ou bien de biens sociaux est puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans avec 20 millions de francs CFA d'amende. Donc ces personnes-là vont d'abord commencer comme ça. Ce sont les premières peines qu'elles doivent encourir. Ça existe. Si vous détournez 500 000, vous êtes passible de condamnation à vie. Voilà, par exemple. Donc, pour les personnes-là, en attendant qu'on se décide à dévoiler publiquement leur nom et de donner les sanctions, ces personnes-là doivent d'abord encourir ces peines-là. Moi, je pense que vous et moi, on ne peut pas sortir de nulle part et faire ce genre de choses. Il faut bien être dans le système. Vous avez raison de le préciser quand même. Non, on peut pas. Un citoyen vraiment normal ne peut pas le faire. Même étant un super hacker, oui, vous ne pouvez pas. Je ne suis pas certain que vous avez la possibilité de rentrer dans le système informatique camerounais et de bugger à l'intérieur. Oui. Donc, le mal est là-bas dedans. Ils savent exactement qui fait quoi, à quel niveau. Bon, maintenant, moi, je me dis, si jamais, dans ma tête, vous savez que moi, je fais trop de films dans ma tête, je me dis que peut-être à ce niveau, on a pu les débusquer parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché entre eux. Non, bon, ils se sont non, le FMI gagnez votre salaire vous-même, oui. Bon, le FMI aussi en a fait une exigence par rapport à tous nos programmes que nous avons actuellement. Mais comment est-ce que c'est possible, Monsieur Fopoussi, que dans tel ministère, par exemple, on ne sache pas le nombre d'employés qu'on a? C'est vrai que le Cameroun, c'est un pays comme le Cameroun. Ce n'est que dans un pays comme le Cameroun qu'on peut avoir... Alors que chaque ministère a un secrétaire général. Mais parce qu'il y a plusieurs. Oui. Alors, moi, je voudrais juste quand même qu'on soit d'accord avec tout ça. On voit comment ça se passe ailleurs. Je voudrais quand même
expliquer aux Camerounais que nous avons aujourd'hui un arsenal juridique à travers la Constitution du Cameroun depuis le 18 janvier 1996. Nous avons l'article 66, la Constitution, qui demande une déclaration, qui dispose, qui exige à tout gestionnaire de la fortune publique de déclarer ses biens. Depuis lors, ça n'a jamais été respecté. Les gens peuvent s'enrichir comme ils veulent. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on les voit dans des voitures de grande marque tous les jours. On les voit avec un patrimoine immobilier exorbitant, avec des immeubles partout, R+5, R+6, R+10 partout, qui construisent les villas, qui construisent tout ce qu'on peut avoir. On les voit claquer de l'argent dans les boîtes de nuit chaque week-end. Ils deviennent des faroteurs en week-end, mais personne ne s'interroge sur d'où sort cet argent, d'où vient autant d'opulence, autant d'aisance. Et si on n'arrive pas à régler ce souci-là, on va se retrouver malheureusement avec des gens qui deviennent riches de manière spontanée, sans qu'on ne sache comment ni pourquoi. Donc c'est ça, c'est l'enrichissement sans cause, l'enrichissement illicite, et il est urgent d'ailleurs de trouver des solutions à cela. Malheureusement, un monsieur comme Massigams, qui assure la gestion de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, s'était finalement remis à Dieu parce qu'il avait constaté qu'il y avait une telle mafia que lui, sur ses frêles épaules, même bien qu'étant pasteur, bien qu'étant révérend pasteur, il ne pouvait pas tenir ça. Donc on est clairement dans un contexte où les Camerounais doivent prendre conscience de ce que nous devons aplanir les choses et mettre en place des mécanismes, des pare-chocs qui puissent débusquer tous ces gens-là, tous ces bandits à col blanc. On va s'arrêter là, Karine, et espérer d'ailleurs que des sanctions soient prises dans les jours à venir, qu'on arrête de faire du Emmanuel Lebou bashing, parce que vous avez dit que lorsqu'on allait le mettre en prison, ça allait terminer, ça allait se terminer malheureusement. On voit très bien qu'au-delà de lui, il y a toujours de l'argent qui est siphonné des caisses de l'État du Cameroun de manière malencontreuse. Donc, l'autre information ce matin dans votre revue. On parle cette fois-ci du ministre Jean de Dieu Momo qui a fait un don dans deux églises, à la paroisse de Loncac, l'église évangélique du Cameroun, à Yaoundé, et c'est une demi-tonne de ciment et une autre demi-tonne de ciment supplémentaire à l'église Saint-Kizito de Mvorbi. Le président du PADEC a publié sur sa page Facebook ce don-là. Sauf que les uns et les autres se posent la question suivante. A-t-il fait ce don en tant que ministre ou alors en tant que président d'un parti politique? Parce que la signature, c'est signature Monsieur le ministre, mais c'est publié sur la page du PADEC. Bon, sincèrement, utilisation. Moi, ce qui est intéressant, c'est de dire des choses telles qu'elles sont. Il nous souvient que nous avions fait une colère ici en son temps sur l'utilisation abusive des entêtes des ministères à des fins politiques et privées. Donc, on avait à l'époque souligné que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, avait justement annoncé un meeting dans son est natal, chez lui là-bas, avec l'entête du ministère. Vous avez l'entête du ministère de la Justice qui est utilisée ici avec un don. Est-ce que dans les prérogatives républicaines de ce ministère-là, il est dit qu'ils doivent offrir des dons, des sacs de ciment aux gens? Peut-être que nous ne savons pas. Il ne faut pas qu'on dise que nous faisons comment il a appelé ça? Non, je reviendrai avec le mot. Qu'on s'acharne sur lui? Non, il a utilisé un terme là, hier, puisque hier il m'a fait un texto pour me dire effectivement que... je vais me rappeler. Allez-y, prenez la parole. Dans notre pays, nous avons, je veux dire, notre comportement quotidien doit piétiner les textes réglementaires de la République. C'est ce qui est admis. Et ce qui est admis, je pense Mutation, en 2011, avait publié le discours de politique générale prononcé par le président du RDPC avec l'entête du président de la République. Et on s'était d'ailleurs offusqué du fait qu'il vient au congrès du RDPC avec la garde présidentielle. Ça doit être quand même, cet amalgame-là, ça a été mal apprécié. Donc, les pratiques quotidiennes des agents publics nous ont amenés dans ce cafouillage-là. Ici, c'est une faute.
le ministre délégué à la justice a fait une faute. Mais comme c'est la pratique chez eux, ça devient que il peut même sortir les convocations du PADEC avec l'entête du ministère, comme il fait ici, il fait un don. Ministère du PADEC, et c'est ça qui n'est pas bien. Vous disiez tout à l'heure, vous ne comprenez pas pourquoi on n'arrive pas à faire un fichier normal de fonctionnaires. Oui. Donc, quand lui fait donc ça, c'est le ministère, il nous ramène à la même situation. C'est le ministère qui fait le don. Voilà. À ce moment, c'est le ministère qui fait le don. Lui, il dit PADEC. À ce moment, c'est le secrétaire général du ministère de la Justice qui dit que nous avons une ligne qui parle de dons ou à l'assistance sociale des églises. Et là, on a pensé qu'on pouvait acheter une tonne de ciment qu'on divise par deux pour... Oui, le ministère de la Justice. Il part voilà. Ça à la prison. Mais ça, c'est le ministre, le secrétaire général du ministère. Est-ce que le culte, est-ce que la question du culte est une prérogative du ministère de la Justice? Je ne connais pas de sujet. C'est l'administration territoriale qui gère ça, non? Oui, non, il me semble. Absolument. Mais quand le président de la République, parce que c'est quand même un ministre d'État qui est à la tête, un ministère d'État, le président de la République a une ligne qui parle de soutien aux institutions. Donc, le chef de l'État peut donner. Est-ce qu'il a délégué le pouvoir? Vous savez, si on peut déléguer le pouvoir comme on veut, on ne sait rien. Donc, c'est pour ça que je suis méfiant. Mais déjà, c'est une faute. Mais c'est une pratique. C'est une faute. C'est une pratique. Oui, c'est une pratique courante, mais c'est une faute. On utilise les voitures CA. C'est une faute. Pour aller transporter le plantain. Vous voyez les voitures CA avec le plantain dessus, les sacs de macabo. La réunion familiale. Oui, non, mais sincèrement. La voiture CA peut porter le plantain lorsque le gouverneur, le préfet, le sous-préfet sont en tournée économique, en tournée de prise de contact. Mais est-ce que c'est ça qu'on parle? Voilà, mais si c'est le week-end, ce n'est pas normal. Ok, alors, moi, j'ai retrouvé le terme, hein, il a dit hier, monsieur le ministre qui a répondu hier à notre colère, il nous a fait un message pour nous dire que, enfin, d'abord pour nous dire bravo pour l'émission, mais ensuite, quand j'ai creusé beaucoup plus, il m'a dit non, vous êtes très fort là dans le dénigrement systématique. Vous êtes les plus forts. Bon, bref, ce que nous faisons. Bon, bref. Non, c'est pour expliquer aux Camerounais que nous avons une mission républicaine. Ce plateau est un plateau éminemment républicain. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise les entêtes d'un ministère, on doit s'interroger sur pourquoi c'est utilisé et à quelle fin c'est utilisé. C'est un questionnement qu'on fait et on en arrive parfois à des conclusions qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est comme disent les grandes gueules, ça choque, ça pique, quoi encore. Mais c'est comme ça. Voilà, mais c'est comme ça. Lui-même, il a dit qu'il avait un salaire de près d'1 million. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre 100 000 francs et faire des papiers en tête de PADEC pour faire des dons. Mais entre nous, c'est lui qui a dévoilé. Donc peut-être les papiers en tête qu'on fait dans n'importe quel cyber. Donc, pour dire si que le PADEC n'a pas de papier en tête, je termine sur ça pour dire qu'il n'y a pas un acharnement sur la personne. C'est une pratique qui se généralise au sein de l'équipe qui dirige le Cameroun en ce moment et on se rend compte que ces pratiques-là ont la peau dure et ils ne cessent pas. Le temps passe, les années passent, on continue, d'ailleurs on y va encore de plus belle en utilisant, en instrumentalisant les moyens de l'État pour faire des choses qui sont, par exemple, on le voit aujourd'hui avec le PM. Le PM, on se pose la question. Pourquoi venir, par exemple, en période de campagne électorale, comme on le voit maintenant, une visite officielle, faire une visite pour la CAN et le CHAN qui arrive là bientôt et virer, faire un meeting. Faire un meeting. Il y a un mélange de genres quand même assez gênant. Et ce n'est pas étonnant que, vous savez, sur ce plateau, nous demandons, nous rêvons d'un Cameroun normal. Hein? Il faut bien comprendre. Sur ce plateau, nous rêvons d'un Cameroun normal. Et donc, ceux qui sont en face, qui font tout et pour tout pour que nous restions dans le statu quo actuel, ils ont intérêt à ce que nous ne disions plus ce que nous sommes en train de dire. À savoir, ils sont dans un Cameroun anormal et ils ne veulent pas qu'on rêve. Que ça devienne normal. À savoir qu'il faut continuer à piétiner les institutions. Il faut que le ministre nous dise. Tout un ministère aussi sérieux. Si c'est un acharnement, s'il y a une loi dans cette République qui permet au ministère de la Justice de faire des dons à des églises, qui nous envoie le texte et d'évoquer le parti et la disposition légale dans le même qui texte permet qu'il signe un tel communiqué pour faire des dons à une église. Même vous disiez tout à l'heure, vous demandiez si les églises sont sous la responsabilité du ministère de la Justice. Même si c'était le cas, même si c'est le MINAC
Voilà, Est-ce que le même MINAC lui- peut faire des dons à des églises? Non. Quelle est la disposition qui permet à un ministère de faire des Déjà dons? qui n'a fait même pas aux associations. Voilà. Je n'en ai pas connaissance. Si le ministre Jean de Dieu a ce texte-là, lui qui est avocat, qui nous l'envoie, en ce moment-là, on comprendra. Deuxième chose, le piétinement des institutions est global. Ce n'est pas que lui. Cet environnement permissif donne la possibilité à tous les institutionnels, tous les officiels de faire ce qu'ils veulent de la République. Et c'est ça qui n'est pas normal. Et il faut le dire chaque jour, autant que cela se peut. Voilà, autant que cela, pour qu'on ait au moins un pays à peu près normal. Hein. Au moins. Qu'il soit comme dans le rêve. Ouais, au moins ça, Dominique Audrey, avec cette affaire. Je veux dire, le don en lui-même n'est pas un problème. Vraiment. Si c'était un don intuitif D'abord, on personnel, apprécie. ça n'est Il pas aurait ça. juste fallu mettre en tête PADEC et tout, voilà, signé président du PADEC. Ou cabinet Momo. D'accord, oui. Cabinet, là, un cabinet d'abord. Si c'est un partenariat entre le ministère de la Justice et le PADEC, pourquoi vous voulez que on dissocie Un partenariat. Bah oui, parce que ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique Et pas. puis On autre n'aurait pas chose, dû mentionner Il faut PADEC. que nos dirigeants sachent qu'ils sont à notre service et non l'inverse. Voilà, tout à fait. Même s'il dit, Monsieur Jean de Dieu, moi, je fais des dons à une église X, le citoyen camerounais est fondé à avoir des soupçons. Parce que chez nous, vous parlez de l'article 66 de la Constitution. Oui. Comment un ministre s'enrichit au Cameroun? Quel est son salaire? Quels sont ses avantages? Comment est-ce qu'un fonctionnaire peut, en 2 ans de service, construire une villa, s'offrir toutes les belles voitures du monde? On est fondé à s'interroger sur le niveau de transparence, sur la traçabilité du niveau d'enrichissement de nos fonctionnaires. Tout à fait. C'est tout à fait légitime. Et ailleurs, lorsqu'on a du respect pour ses concitoyens, lorsqu'on sait qu'on gouverne pour le service public, on fait une sortie pour expliquer, voilà ce qui s'est passé pour telle loi, pour telle norme, en raison de tel mobile. Voilà. En tout cas, François Fillon en a fait les frais en France avec des affaires de costumes qu'on lui a offert. C'est même pas que le gars, on lui a offert des costumes. On dit que c'est trop cher. Voilà, François C'est de trop cher Rugy, pour lui. François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, ensuite ministre de l'écologie, a dû démissionner parce qu'on a estimé qu'il avait organisé chez lui une réception et que c'était un peu trop pupé et que ses moyens ne permettaient pas qu'il puisse recevoir des gens avec autant de face chez lui. Donc attention à nos gestes républicains, attention. sauf Dans que- un pays normal, oui. Ici, personne ne va venir vous demander pourquoi vous avez organisé une fête à la sortie du décret. Hein. D'ailleurs, Personne ne va venir vous dire au contraire. de ne pas Vous avez chiche permis et- aux gens de et tout. rentrer avec un peu de nourriture dans les fêtes. Donc moi je pense que moi d'abord j'ai un problème avec le fait qu'on publie ça. Pour quel est l'intérêt d'avoir donné du ciment à l'église et de venir encore faire Voilà. sortir Mais les nous sommes en bien. pleine campagne Non, électorale. Dieu a dit que la C'est main que ta main droite ne doit pas voir ce que la main gauche Est-ce qu'il a fait ça doit. parce que c'est à l'église qu'il part? C'est Oui, pour je la ne sais campagne. pas. C'est vrai que c'est pour la Personnel. campagne. Il y a plein de Non, mais gens s'il susceptibles ne veut de donc pas voter, que mais- Dieu- Peut-être que dans les mairies Tu de la ne veux pas localité, que- il veut un siège. Je sais pas. Dieu exauce ses prières. Bon. Il fallait donc donner aux orphelins. d'accord. Ok, merci à tous et à chacun pour pour avoir commenté cette colère, cette revue des réseaux sociaux de Karine ce matin, Madame, Monsieur Karine Sontia, je veux dire. On va basculer au plateau B avec la grande promotion des machines à laver de marque Nexus dans les magasins Sorepco. Avec vous, Constilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salak et surtout à tous les clients des magasins Sorepco. Ces clients qui ont compris que la qualité en matière de congélateur, en matière de réfrigérateur, c'est dans les agences Sorepco. Et ce matin, nous parlons bien entendu d'une grande promotion des machines à laver. Oui, et pas n'importe quelle machine à laver. Je sais qu'il y en a tellement au Cameroun, mais Sorepco vous présente ce matin des machines à laver de qualité supérieure, des machines à laver d'origine, des machines à laver qui vous permettent bien entendu d'avoir un véritable plaisir quand vous faites bien entendu votre lessive. C'est bel et bien des machines à laver de marque Nexus et surtout tenez-vous tranquille, ce sont des machines à laver de 7 kg. Oui,
Ça veut dire qu'on peut mettre une lessive pratiquement de 7 kg dans ces machines à laver de marque Nexus qui sont actuellement en promotion dans toutes les agences Soreco. C'est donc l'occasion ici pour moi d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs, de ceux-là même qui font dans les pressines, de ceux-là qui font bien sûr dans les lavages des vêtements à domicile et même bien sûr des maisons qui nous écoutent en ce moment. Allez dans les agences Soreco, profitez bien sûr de cette grande promotion pour avoir des machines à laver de qualité supérieure de marque Nexus. 7 kg est donc la contenance de ces machines à laver. Parlant bien sûr des caractéristiques de cette machine à laver, pour rester dans la particularité, ces machines à laver ont cette particularité-là de donner un éclat particulier à vos linges. Ces machines à laver ne consomment pas assez d'énergie. Ces machines à laver sont faciles à utiliser. N'importe qui peut les utiliser. C'est des machines à laver d'origine que vous retrouverez dans toutes les agences Soreco, que ce soit à Yaoundé, à Kribi, à Bafoussam, bien sûr à Douala. C'est bien entendu une promotion exceptionnelle. Alors parlons présentement du prix. Regardez bien sûr à l'écran. Regardez bien sûr le design. Regardez bien sûr la présentation physique de ces machines à laver. Oh là 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 là. Laver aujourd'hui devient un véritable plaisir. On a bien sûr un plaisir à faire la lessive dans ces machines à laver. Alors regardez bien sûr le prix. C'est un prix de promotion. C'est un prix valable uniquement pour les téléspectateurs de cette émission qui nous regardent en ce moment. Une machine à laver neuve. Une machine à laver de marque Nexus. 7 kg au total. Vous l'avez donc à 198 000 francs. Je rappelle que le stock, il est très limité. Et c'est une machine avec garantie, bien entendu. Je dis bien, une machine à laver de marque Nexus, une machine à laver de qualité, une machine à laver d'origine, facile à utiliser. Vous l'avez dans les agences Soreco à partir de cet instant, à 198 000 francs. L'offre est valable dans toutes les agences Soreco. Et bien sûr, ceux qui nous regardent hors du Cameroun et qui ont besoin de commander une machine à laver chez Soreco, appelez nos numéros de téléphone. Quel que soit le pays, quelle que soit la ville, c'est l'occasion plus que jamais de profiter de cette grande promotion des machines à laver de qualité supérieure. Des machines à laver de marque Nexus à 198 000 francs. Oh là 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 là. N'enviez plus le voisin. Oui, et eh bien, n'enviez plus le voisin. Chacun devrait avoir une machine à laver à la maison, quel que soit le quartier dans lequel vous habitez, quelle que soit votre ville, quel que soit le pays. C'est l'occasion plus que jamais de profiter dès à présent de cette grande promotion des machines à laver. Oh là là, ça lave net, ça lave nyangalement. Oh là là, et c'est également tellement rapide. Oh là là, avec cette machine à laver, on n'a plus besoin de se casser la tête. On n'a plus besoin de chercher le midi à 14 heures. Chacun devrait l'avoir et c'est surtout dans les agences Soreco. Yes, any man today. Il faudra ça for Mutengere. Faudra ça for Bepanda. Faudra ça for Bomono. You must know say Soreco don't do again wonderful palaba. Après les congélateurs, après les réfrigérateurs, ce matin, le concept Salaka présente les machines à laver. Oh là 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 là. C'est une histoire de bobo. Chacun doit avoir sa machine à laver à 198 000 francs. Merci, dans toutes les agences Soreco. Le plus sénégalais des Camerounais, il faut le préciser. Madame, monsieur, la suite de cette émission avec interpellation. On va regarder les images et documents préparés pour nous par Cédric Chouna. Ensuite, commentaires sur ce plateau. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Sur le plan de l'agriculture, il faut trouver des terrains aux jeunes dans les zones rurales afin qu'ils puissent s'exercer à l'agriculture, c'est-à-dire à nourrir son homme. L'agriculture, on en parle tout le temps dans ce pays, agriculture de seconde génération, on parle désormais de 4e génération. Bobo Bengan, l'interpellation de ce compatriote, petit commentaire là-dessus? Ça me rappelle en mai 2010, lorsque le ministre Michel Zoua organise un forum national sur le football. Et que le chef de l'État avait prononcé un discours le 10 février de la même année 2010 où il parlait
de l'Académie supérieure de football. L'ancien ministre Félix Toyembok a posé la question à ceux de la FECAFOUR et du ministère en leur disant mais ça me surprend que vous quittez de l'école maternelle pour le supérieur, où se trouve l'enseignement secondaire de football. Donc, on dit que le Cameroun est un pays agricole, et nous parlons de l'agriculture de 3e, 4e génération. Où est l'agriculture de 1re, 2e génération? Donc, en fait, nous sommes toujours un pays agricole, et on nous dit qu'il n'y a rien à faire. Malheureusement. En tout cas, le Cameroun est champion dans les grandes annonces et publicités pompeuses et tout ce qu'on peut imaginer comme tapage. Malheureusement, dans le réel, c'est le néant. Alors, on bascule une fois de plus au plateau B avec Constilamine. Avec lui, on va évoquer le correcteur de posture. Consti, une fois de plus, allez-y. Bien entendu, ce matin, on va donc parler encore et encore du correcteur de posture. Et comme j'aime très bien le dire, bien entendu en anglais, they call him say corrector de posture. Yes. This thing, we I got it from my hand. They call him say corrector de posture. Because this thing, when you get, you the ear hot for yeah, then call him say do. When you the ear hot for do, when you put your corrector de posture, you not go get again douleur. Donc, any man with the hear me today must come from magasin Milan Tapi and commander a corrector de posture. C'était bien sûr pour attirer l'attention de nos téléspectateurs ce matin qu'il est important de l'avoir. Ce correcteur de posture d'origine américaine de marque Lifecore. Ce correcteur de posture que j'ai entre ma main vous permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Le correcteur de posture permet également surtout de redresser votre dos. C'est un élément important pour ceux qui ont des problèmes de douleur au niveau du dos. Alors, comment l'utilise-t-on? Il se porte comme une jaquette. Il se porte 3 à 4 fois par jour pour une durée de 30 à 40 minutes. Ne pas dormir avec son correcteur de posture. On peut faire le sport avec son correcteur de posture. On peut bien sûr faire des travaux à la maison. On peut conduire avec son correcteur de posture. On peut bien entendu se balader avec son correcteur de posture. C'est important aujourd'hui de l'avoir. Et j'attire l'attention bien entendu de nos amis taximens qui passent le temps à dire que j'ai mal au dos parce que je passe toute une journée derrière un volant. Voici la solution. Nos amis camionneurs, nos amis conducteurs de bus, ceux-là qui font des travaux durs, qui ne peuvent pas bien dormir la nuit parce qu'ils ont tellement mal au dos. Voici la solution. C'est bel et bien le correcteur de posture qui est en vente au magasin 1001 Tapis grâce au concept de Salaka. Le magasin 1001 Tapis, c'est en plein cœur de Douala, au quartier Aqua, en face du Palais d'Ika. Alors, parlons présentement du prix de votre correcteur de posture. Vous le connaissez déjà, je vous le rappelle encore ce matin. Le correcteur de posture, quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur, vous l'avez au prix de promotion de 10 000 francs. Je dis bien 10 000, c'est le prix à débourser pour avoir un correcteur de posture de qualité, un correcteur de posture d'origine, un correcteur de posture neuf de marque Lifecore. Vous l'avez à 10 000 francs, votre correcteur de posture en vente au magasin 1001 Tapis. Et parlant des modalités de livraison, pour ceux qui ont besoin de commander à l'instant un correcteur de posture, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il suffira tout simplement d'appeler le concept Salaka et de commander votre correcteur de posture qui est disponible en plusieurs tailles. Vous avez la taille L, la taille M, la taille XL et la taille double XL. Alors, chers téléspectateurs, vous me regardez en ce moment, plus besoin de dire que aïe, j'ai mal au dos, aïe, j'ai mal au cou. C'est terminé avec le correcteur de posture. Merci beaucoup. Corrector of posta. Merci beaucoup, Constilamine. Ou bien dit posta. Oui, ben j'apprends aussi l'anglais. C'est vrai qu'il y a aussi, il y a l'autre, on dit posture corrector. Voilà. Beaucoup de surprises. Mais bien sûr. Venant de vous. Mais bien sûr, il faut être surpris dans la vie. On va lire quelques messages avec vous, Karine. Le vol d'enfants en cette période précise ne m'étonne pas. Si vous constatez, il y a 2 périodes délicates au Cameroun, celle des audits aux universités et celle des élections où les gens font des sacrifices. J'espère toutefois de tout cœur que ces mamans retrouvent leur
raison de vivre leurs enfants. Ah, c'est Charlie et Toundi. D'ailleurs, il faut saluer l'activisme de 2 Camerounais, par qui est parti le premier cas qui a été déclaré à l'hôpital de la Cité des Palmiers, Salomon Beyas, et qui, lorsqu'il arrive à la Cité des Palmiers, il se rend compte qu'il y a ce cas-là, il m'appelle et il demande à voir Equinox sur place. Je lui passe le numéro de Cédric Doufélé pour qu'on puisse envoyer quelqu'un sur le terrain, et ensuite il y a Abega qui arrive là-bas pour gérer ce cas, et il y a Maximilien Gombe qui prend rapidement le relais et qui m'aide rapidement, m'appelle pour qu'on se retrouve là-bas, c'était vers 20h hein, parlant. Et puis il y a hier soir, le deuxième cas c'est hier soir, je rêve, je débarque, 23h mon téléphone sonne, c'est une dame qui se plaint, évidemment qu'il y a encore un nouveau cas à Cité des Palmiers. Elle veut qu'Equinox évidemment soit sur le terrain. C'est où je lui envoie le numéro de quelqu'un qui arrive sur place. Donc c'est pour vous dire que quand même c'est intéressant que nous ayons des citoyens comme ça qui lancent des alertes et qui sont promptes justement à dénoncer. Et on remercie. Equinox ne fait pas la magie. Il y a beaucoup de Camerounais qui spontanément nous saisissent les instances d'Equinox et qui mettent en route, en branle justement la machine pour ces cas-là. Et c'est important parce que nous sommes à une période très délicate où avoir un enfant c'est déjà très compliqué, et qu'on ait des phénomènes comme ça qui continuent à agir, c'est mauvais. Et il faut dénoncer cela avec la dernière énergie. Alors, l'histoire du jour, parlant d'abus d'autorité de ces hommes en tenue, est très récurrent, non seulement chez les boutiquiers, mais aussi chez les bailleurs, chez qui ces hommes en tenue ont le malheur de louer leur maison. Ils y résident sans pour autant honorer à ces engagements pris au préalable avec vous, et quand il vous arrive de vous plaindre, même dans leurs différents services, ils mystifient pour les civils, reste toujours sans suite. Alors la seule chance pour vous, c'est de user d'autres moyens peu orthodoxes pour leur faire libérer votre plancher en vous attendant des représailles de sa part, si possible, avec le fameux langage si familier à eux. Tu connais qui je suis. C'est un gars du Serge. Absolument. Même Eneo en subit. Hein. Oui. Dans leur facture, leur sortie dernièrement, ils ont dit que la plupart des colonels ils doivent normalement régler leur facture d'électricité. Mais quand ils arrivent là-bas, les agents, il y en a un, apparemment l'agent était monté au poteau, il a dit bon, si tu coupes, tu restes là-bas. Voilà, absolument. Je pense pour ma part que les 2 hommes sont en faute parce que au départ, ils se sont mis sur un quota de 25 000 francs par mois. Le boutiquier aurait dû demander à ce monsieur policier avant d'aller au-delà du quota conclu. Mais il est inacceptable que dans ce Cameroun, que les policiers continuent d'abuser de leur pouvoir. Il doit être sanctionné et je conseille à ce boutiquier de se rapprocher d'une brigade pour se plaindre. Ah, c'est Brice Tientio Bouessé qui a écrit ce message. Un autre dernier message. Oui. Alors, un autre message, bon, ça c'est par rapport aux AWOT. Oui, c'est tout. Les AWOT. Par rapport aux AWOT. Partagez avec nous. Les AWOT pour dire quoi? Bon, on ne peut pas savoir si on ne lit pas le message. Pour dire quoi? Non, mais en réalité, on sait qu'Equinox a fait la razzia aux awards des médias de Médiatude, c'était samedi dernier. On vous l'a dit ici hier, il me semble, non? On en a parlé ici. Oui. Voilà. J'ai oublié sur le cas des vols des bébés, j'ai oublié de saluer également hier soir la promptitude de Gladys Sidje, parce que lorsque je reçois l'appel à 23h, c'est bien elle que j'appelle pour qu'on gère ça, parce que elle voulait, la femme qui souffrait voulait absolument qu'on en parle aux 7h d'Equinox. Je l'ai appelée, elle était très disponible. Donc, puisque c'est elle qui fait le 7h à la radio le matin, donc il fallait également faire ça, également saluer. Vous allez donc humaniser le Cameroun. C'est comme ça, il n'y a pas de sommeil. Il n'y a pas de sommeil qui vaille lorsque les Camerounais souffrent. C'est ça. Sur la même longueur d'onde que la société. Tout à fait. La chaîne du peuple et celle qui, au-delà de l'image, rencontre. Tout ça, c'est voilà. Merci à tout le monde. Merci sur ce plateau. Merci à toutes nos équipes techniques, madame, messieurs. On va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h pour un nouveau numéro. Et comme toujours, que Dieu bénisse le Cameroun et ses nombreux bébés.